Paris est à vous, l'émission qui donne le meilleur de la région capitale. Karine Vergnol sur BFM Business. Tendance, rendez-vous business, spectacle, expo, resto, tout ce qui fait vibrer la capitale et dans Paris est à vous. Et ce qui anime le monde de la mode aujourd'hui, eh bien, c'est le lancement des nouvelles collections éco-responsables de H&M, H&M Conscious et H&M Conscious Exclusive, le géant du prêt-à-porter suédois qui intègre de nouvelles matières premières, le cuir à tannage végétal et la soie biologique, surfant ainsi sur le succès de la mode bio, portée de plus en plus finalement par de jeunes marques. Nathalie Croiset, notre spécialiste Green Business, bonjour. Bonjour Karine et bonjour à tous. Alors oui, vous avez parlé d'H&M, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de vêtements bio, on en voit, et les grandes marques portent aussi, les grandes enseignes les portent. C'est le cas aussi de C&A, qui est leader sur ce marché. Il y a quand même plus de 60 millions d'articles en coton biologique, mais évidemment, il y a des plus petits noms qui progressent. On va en parler avec eux et avec Anne Dupuis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice artistique mode et textile de Natexpo, qui est un salon professionnel des produits biologiques, diététiques, écologiques, avec un village textile. Donc vous connaissez bien ces enjeux dont on va parler plus globalement avec vous, et donc des acteurs. Sabrina Cherubini, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc directrice marketing d'Ekiog, marque de mode bio, créée déjà il y a plus de 10 ans, c'est ça aussi, il faut le dire. Exactement. Il y a des acteurs vraiment pionniers. Vous avez aussi, vous reversez aussi une partie de vos bénéfices à une association. On va comprendre aussi les enjeux de la démarche sociétale qu'il y a derrière. Rachid Bala, bonjour. Vous êtes donc fondateur de Monsieur Poulet, un site internet de vente de vêtements et accessoires issus du commerce équitable, avec beaucoup de t-shirts, puis vous faites travailler aussi des graphistes, on verra tout ça avec vous. Il y a cet aspect aussi un peu ludique aussi, mais c'est intéressant. Ariel Lévy, bonjour. Vous êtes donc fondatrice de l'herbe rouge. C'était 2008, c'est ça, avec une façon, selon vous, de porter des vêtements autrement, de créer évidemment, de produire et aussi de les porter. Ça aussi, c'était cette démarche qui est intéressante chez vous. Et enfin, Antoine Leneuf, bonjour. Vous êtes directeur commercial de la marque Misericordia. Donc là, on est dans du prêt-à-porter haut de gamme éthique. Faut pas croire toujours quand on fait de l'éthique et du commerce équitable, que ce sont des choses un peu exotiques où il n'y a pas aussi des produits haut de gamme, et ça c'est aussi intéressant. Alors je me tourne vers vous, la spécialiste Anne Dupuis. Donc c'est ce que je disais. Alors quand on regarde les chiffres, on voit quand même que le chiffre d'affaires globalement du marché de l'habillement, il baisse régulièrement depuis cet an dernier. On sait bien aussi de plus en plus de Français, et la crise économique oblige, se tournent vers des produits quand même moins chers, parfois des enseignes premier prix, et malgré tout on sent quand même une tendance et une envie de se tourner aussi vers ces vêtements bio. Vous la sentez, cette évolution ? Écoutez, en ce qui concerne la consommation de mode féminine générale, je parle dehors du bio, effectivement, depuis 2007, elle a baissé sur le marché français les achats ont baissé de 13,5%, ce qui est énorme. Mais on a le sentiment, en revanche, que les exportations augmentent, plus 5,4% pour l'année 2013, donc c'est notoire. Et on a l'impression aussi que les consommatrices achètent peut-être moins, mais mieux. Plus de qualité, elles recherchent plus de qualité, elles recherchent des données nouvelles qui sont entre autres l'innocuité, l'absence de toxicité. Alors ça c'est vrai, il y a beaucoup d'études, encore Greenpeace récemment qui sortait une étude notamment sur les vêtements toxiques pour les enfants, avec des grandes marques finalement consultées il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'il y a de tout dans les grandes marques, il ne faut pas se faire d'illusions non plus, mais c'est vrai qu'il y a une vraie inquiétude de ce côté-là. Absolument, et Greenpeace fait un très bon travail de dénonciation de toutes ces pratiques. Il y a eu des documentaires, dont un qui est passé encore il y a 2 jours à la télévision sur les chaussures, le cuir aura-t-il notre peau, sur l'usage du chrome 6 qui est un produit terriblement toxique dans les tannages qui viennent particulièrement d'Asie. Donc Greenpeace fait un grand travail d'alerte, si vous voulez, mais il y a aussi des gens qui, à côté de ça, proposent des solutions, commencent à proposer des solutions. Et c'est ce qu'on va voir aussi avec les acteurs qui sont là en particulier. Alors, puisqu'on parle d'abord de qualité, il y a la façon aussi dont tous ces produits sont fabriqués, ça on va en parler. Alors on parle souvent du coton. Le coton, ça revient en avant. Souvent, évidemment, quand on produit du coton, c'est très polluant, en dehors évidemment du coton bio. Vous, alors Monsieur Poulet, c'est vraiment, Rachid Bala, du coton fabriqué, récolté en Afrique de l'Ouest, dans le centre, certifié Max Havelaar. Alors nous on s'est lancé en 2006. C'est vrai qu'au départ on s'est tout de suite tourné vers le commerce équitable et vers le label Max Havelaar. On s'est au fur et à mesure un peu plus intéressé au coton biologique. Il n'existait pas vraiment, on le trouvait pas en Afrique de l'Ouest à ce moment-là. Donc aujourd'hui on travaille plus en Inde. Donc voilà, on a évolué aussi depuis 2006, il s'est passé des choses.
Et ça veut dire que vous allez chercher, il y avait une demande, et donc vous êtes allé quelque part provoquer aussi, déclencher une nouvelle filière dans ce coton biologique. En fait, on a suivi, c'est exactement ça, on a suivi l'évolution de notre clientèle, qui donc au départ des jeunes adultes qui achetaient des t-shirts plutôt graphiques, donc faits par des artistes, donc c'est ce qui les intéressait. Et au fur et à mesure, donc ils ont évolué. Aujourd'hui, c'est devenu de jeunes parents et qui en effet sont sensibles à ce qu'on vient de dire à l'instant, à la toxicité des vêtements, le fait que les vêtements sont le fait qu'ils aient envie et qu'ils sont motivés en tout cas pour faire des achats responsables. Voilà, ça fait partie je pense. Mais oui. est-ce que lorsqu'on parle de coton bio, en l'occurrence, ou de vêtements bio, on parle forcément aussi de commerce équitable? Est-ce que l'un ne va pas sans l'autre? Est-ce qu'on peut faire du bio sans faire du commerce équitable ou... Alors on peut, je pense je sais pas si on va rentrer dans le détail, mais on peut évidemment faire du bio sans faire du commerce équitable. Ce qui nous intéressait, nous, et c'est vrai qu'on a commencé par le commerce équitable, ce qui nous intéressait au départ, c'était les conditions de travail des ouvriers du textile. Ensuite, le bio... Tout ça est extrêmement lié dans le sens où si on s'intéresse aux récoltants donc qui vivent baignés dans les pesticides, donc en s'intéressant au bio, on s'intéresse aussi forcément aux conditions de travail. Alors du coton aussi, du coton péruvien, je vois avec vous, parce qu'il faut raconter l'histoire de Miséricordia qui a commencé, raconter rapidement, mais au Pérou quand même, Antoine Leneuf aussi, et vous trouvez du coton péruvien. Avec Aurélien, qui est le designer et créateur de Miséricordia, qui a rencontré une équipe de couturiers avec lesquels il a décidé de monter ce projet un peu fou d'allier création artistique et engagement social. Donc à la base, c'était pas du tout parti sur la partie matière, c'était plus sur les personnes, comme l'expliquait Rachid. Ensuite, 10 ans plus tard, on a un atelier de 40 personnes avec lesquels on produit l'intégralité de la collection Miséricordia, et d'ailleurs celle aussi d'autres créateurs comme Chris Van Asch, le designer de Dior, qui sont très sensibles aux matières qu'on trouve au Pérou. Donc on a du coton bio Pima qui est un des cotons les plus beaux qu'on puisse trouver sur la planète. Aussi l'alpaga qui est une matière naturelle, le modal. Et puis quelques autres matières, la laine, etc. Aujourd'hui, le développement de Miséricordia, il s'est fait en France avec le marché français, avec des concept stores un peu partout dans le monde, donc pas mal export, comme on disait tout à l'heure, notamment au Japon, et puis aussi avec l'ouverture de notre propre point de vente à Paris récemment. Alors pour revenir sur les matières, et Kyog aussi, on parle beaucoup du coton, mais c'est vrai qu'il n'y a pas seulement le coton, il y a de plus en plus de nouveaux matériaux. Le lin aussi, je crois qu'à la base aussi, c'est moins polluant aussi quand même que la culture du coton. Sabrina Cherubini, donc vous aussi, vous avez une palette assez large en matière de textile. Oui, et puis le positionnement des Kyog, c'est effectivement d'intégrer toute la démarche durable. Donc on parle d'écologie, alors il y a le coton bio, c'est la base même de nos collections, mais effectivement tout ce qui est fibres naturelles, donc interdiction d'intégrer des fibres synthétiques issues de la pétrochimie, interdiction de mettre les substances toxiques dont parlait Anne Dupuis, et de pouvoir proposer une mode éthique, c'est-à-dire on sait pour chaque modèle où est-ce qu'il a été cultivé, filé, tissé, teint, jusqu'à nos boutiques. Donc c'est pouvoir intégrer le durable au global. Ça se peut se voir sur l'étiquette, ou ça peut se suivre. Exactement. On peut le voir, vous avez l'histoire. Ça, c'est la demande. On se disait aussi les consommateurs sont vraiment demandeurs. Oui, on a voulu intégrer vraiment toute l'histoire. Après le drame du Rana Plaza, on a énormément de clientes qui nous demandent une transparence. On s'est dit, c'est dommage, on l'a, et on est une des seules marques au monde à avoir cette transparence-là. Donc on l'a donnée via des QR codes que vous pouvez flasher sur nos produits pour avoir l'histoire du produit, savoir ce qu'il a vécu avant même de venir créer une petite histoire d'amour avec nos clientes aujourd'hui. Et cet engagement-là, est-ce qu'il a un prix pour la consommatrice ou le consommateur d'ailleurs? Alors on a essayé de le rendre accessible. Alors d'abord, Ekyok, c'était d'abord une marque de mode. C'est une marque de mode. Le fait que ça fonctionne, sans parler de consommer mieux, c'est de proposer aux femmes d'avoir un produit mode qui lui fait plaisir, avec des matières et d'une qualité qui soit même supérieure au marché, pour qu'elle puisse justement se dire que au final, elle s'est fait plaisir et elle a pu en plus faire quelque chose de bien pour la planète et pour les gens qui ont travaillé dessus. Maintenant, c'est inévitable d'être un peu plus cher qu'une autre marque qui ferait le même genre de produit. Je vais vous donner un chiffre à peu près. Le coût de revient, nous, d'un produit, alors au-delà de la matière, sur tous nos engagements sur la filière, est de 40 à 60% plus cher
qu'un produit lambda. Donc vous ne pourrez pas trouver chez nous un t-shirt à 4 €. C'est impossible. C'est impossible de le faire, ne serait-ce que sur les conditions de travail, d'avoir un t-shirt à 4 €. On essaie de le rendre accessible en mettant... Mais la matière bio est plus chère aussi, là finalement c'est une question... Oui. Tiens, bio est de toute façon plus cher. Mais pas tellement plus cher qu'on peut l'imaginer. Ça dépend des fibres, hein, bien sûr. Alors la démarche, parce qu'il faut aussi se tourner vers notre invité que nous avons aussi, Ariel Lévy, donc l'herbe rouge. Alors vous aussi, vous avez une vraie démarche aussi, agriculture biologique, un traitement, vous regardez les composants, et puis aussi une fabrication, parce que là on parle de pays à travers le monde, mais aussi il y a un savoir-faire en France aussi. On peut faire aussi du Made in France dans toute cette histoire de vêtements bio, c'est important aussi de le dire. Alors, on ne travaille pas que sur le Made in France, mais le propos de l'herbe rouge, donc, qui a été créé avec Thibaut Decroix en 2008, c'est de réfléchir sur comment faire moins mais mieux. Donc nous, on travaille avant tout sur des réseaux de proximité, donc sur France, Europe et également un petit peu, et également Madagascar. Et la volonté de se dire aujourd'hui, il y a des savoir-faire forts en France, il y a aussi de la créativité, il y a plein d'autres choses et on essaie de porter un regard neuf sur cette mode en replaçant la qualité au centre à prix accessible. Alors ensuite, sur la démarche, c'est comment est-ce que j'arrive à pouvoir, j'arrive jusqu'au consommateur pour lui rendre le produit accessible. C'est une manière de réfléchir sur comment on porte le vêtement, sur comment on consomme moins de matière, sur comment on coupe le vêtement. Ensuite, au niveau de la fabrication, sur comment on respecte celui qui le fabrique. On travaille en partenariat avec lui sur des teintures qui respectent la santé humaine et environnementale. Et ensuite, on intervient aussi au niveau de la distribution. Comment, jusqu'où je vais être gourmand, quoi. C'est restituer au consommateur le produit de manière accessible. Et puis nous, on a un petit truc, c'est qu'on travaille sur l'éco-design, et donc on réfléchit également beaucoup sur la fonction du vêtement, parce qu'on regarde le monde bouger dans l'accélération qui est la nôtre. Donc on a des vêtements qui se mettent devant, derrière. On a un vêtement qui soigne. Donc à un moment pour nous, l'herbe rouge, c'était se dire, il faut parfois en faire moins, mais bien, mais on peut arriver à un produit qui soit accessible. Anne Dupuis, j'imagine que vous avez suivi évidemment un petit peu les consommateurs, ce qu'ils ont envie d'acheter. Est-ce qu'il y a une tendance de plus en plus? Il y avait une étude que j'ai regardée, un sondage Adèle Ring pour Solidairement Vôtre, qui disait qu'une personne sur deux ne connaissait pas vraiment cette mode éthique, 1 sur 5 trouvait que c'était trop élevé. Il y a encore besoin de faire quand même de la pédagogie. Écoutez, je pense qu'actuellement, la mode écologique en est là où était l'alimentation biologique il y a 25 ans. Vous voyez, c'est-à-dire qu'au niveau de l'alimentation, il y a eu une forte avancée. Maintenant, le sigle AB est connu de tout le monde. Pour l'instant, les sigles qui spécifient l'authenticité de la mode écologique, il y en a beaucoup. Oui, il y a beaucoup de labels. On a parlé de Max Havelaar, il y a aussi ce label GOTS international que vous avez. Qui est un des plus répandus quand même. Justement, GOTS a 3085 certifiés dans le monde actuellement, ce qui est quand même bien, si vous voulez, avec une augmentation de plus 12% en France, qui est à la 10e place mondiale. Donc il y a une vraie progression de ces certifications. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup et la multiplicité crée la confusion chez la consommatrice finale. Et justement, je suis en train de préparer un projet pour essayer d'unifier tout ça et de rendre beaucoup plus lisible. Mais Antoine Leneuf, est-ce que le marché français est le marché qui est le plus... Enfin, je vous pose la question à vous parce que vous parliez d'exportation tout à l'heure, pardon, mais est-ce que le marché français est un marché les plus réceptifs sur ces vêtements bio et éthiques, ou au contraire, finalement, à l'étranger, on a l'impression que, je sais pas, aux États-Unis ou en Asie, c'est plus simple de vendre ce genre de produits? Le marché français, il est intéressé, mais c'est pas le plus réceptif. L'Allemagne, par contre, est un pays qui marche très très bien là-dessus. Ils ont une tradition aussi en matière de tout ce qui est écologique. Très sensible, les consommateurs recherchent. Les Pays-Bas, la Belgique aussi. Les Pays-Bas, la Belgique, la Scandinavie, l'Angleterre ont de l'avance sur nous. Nous sommes en retard. Excuse-moi, Anne. C'est pour ça qu'il faut rentrer par le prisme de la mode, quoi. Donc oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que les uns et les autres, vous parlez de vraies marques de mode, de vraies marques de mode, et derrière la meilleure des traçabilités, c'est je rentre dans le produit, je m'y sens bien, c'est quand même redonner aussi la parole au consommateur. Oui, il se passe quelque chose quand je suis dans le produit, je fais la différence, et du coup, voilà, il faut aussi replacer le consommateur au centre. Et par rapport à la traçabilité, nous qui travaillons par rapport
un diagramme d'empreinte environnementale, comme tous mes collègues ici, où je pense que nous sommes des marques avec une forte traçabilité et un fort ADN. Je dirais aussi la meilleure de moi, il faut savoir aussi avec qui on travaille. Il faut. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Ça va être toujours la question qui va revenir sur les enjeux du commerce équitable. Est-ce qu'on sait de façon précise ce qui se passe? Est-ce qu'on va le voir? Est-ce que véritablement les producteurs en profitent? La question revient 20 ans après la création de Max Havelaar. Je pense qu'il faut, je pense qu'on est tous dans ce cas-là, on essaye d'avoir un vrai rapport avec nos confectionneurs, avec les récoltants, avec les fournisseurs. T'en parlais tout à l'heure. Je pense qu'on est tous dans ce cas-là et c'est extrêmement important. Je voudrais que vous alliez du côté du Maroc aussi pour on a un petit peu bougé. Oui, on était au Maroc. C'est assez compliqué du côté du Maghreb finalement parfois de savoir ce qui se passe dans les usines, s'il n'y a pas quand même un sous-traitant derrière le sous-traitant. Il n'y a pas de encore au Maroc sur le bio. Voilà, c'est ça la problématique. C'était pas le seul point, mais en effet, c'était un petit peu compliqué. Mais comment on pourrait s'engager si on ne connaît pas nos partenaires? Vous avez d'ailleurs vous avez créé aussi, c'est important quand même, cette association Terre des Quiog aussi, où vous versez quand même une partie de vos bénéfices. Enfin, exactement, on a voulu aller même plus loin, c'est-à-dire qu'au-delà de connaître nos partenaires, de les auditer, de les certifier, de les visiter et puis de travailler sur le long terme, parce que l'idée c'est pas de dire qu'on fait du 100% parfait, c'est de dire qu'on est dans une démarche d'amélioration, donc ça c'est important. Nous, l'association qui s'appelle Terre des Quiog, à qui on reverse 10% de nos bénéfices, l'idée c'est d'aller plus loin, de se dire par exemple que sur des cotonculteurs qui passent au coton biologique, on travaille avec des petits producteurs en Inde, ils le font pour des raisons de santé et d'endettement. Le problème, c'est qu'effectivement, les enfants vont dans les champs parce qu'ils n'ont pas d'école. Donc, c'est d'essayer de financer des écoles pour leurs enfants, de financer des puits d'eau potable. Comment aller à l'école si on est obligé d'aller chercher de l'eau à 10 km du village? Donc, c'est essayer de trouver un cercle vertueux pour qu'ils en profitent pleinement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la femme se fasse plaisir en France en portant de beaux vêtements, de bonne qualité, mais que les gens en profitent également et qu'ils aient un mode de vie décent pour eux et pour leur famille. Donc ça, c'est important. On le voit, il y a beaucoup de marques. Il y a aussi finalement une démocratisation, on va dire, à travers ce lancement chez H&M, CA dont je parlais. Alors quand on regarde les chiffres, ils sont tous en train de dire d'ici 2020, je vais faire du coton équitable, tout va être bio, mais est-ce qu'il y aura la production derrière? Enfin, je suis désolée, mais on va se dire, est-ce que ça va pas rester aussi une niche finalement, cet univers-là, ce qui sera aussi... Je peux vous répondre là-dessus. Oui, Anne Dupuis, oui. Actuellement, il y a 25 milliards de tonnes produites en 2010 de coton dans le monde, dont 50% d'OGM. Et là-dessus, seulement 1% de coton biologique. Ouais. Mais ce 1% de coton biologique, c'est 250 000 cultivateurs dans le monde, ce qui est quand même considérable. Oui. Et bien entendu, ça se multiplie dans tous les pays actuellement. Alors, avec l'Inde, premier producteur, et ensuite, moindre, le Pakistan, la Turquie, l'Afrique. Essentiellement, voilà. Vous parlez de coton depuis tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a d'autres matières? Vous avez parlé du lin, la soie tout à l'heure, dont vous parlez aussi. Toutes les fibres naturelles, en fait, celles qui peuvent être, voilà, où vous pouvez faire des cultures ou des élevages qui soient faits dans de bonnes conditions et qui permettent d'avoir de la fibre naturelle. Un vêtement 100% cachemire, un vêtement 100% soie peuvent intégrer totalement une démarche écologique, éthique et équitable. On peut avoir du lin bio en France, par exemple? Oui, dans le Nord. Il y a une filière qui démarre en Normandie, c'est très intéressant, du champ jusqu'au tissu fini. C'est assez, il faut le souligner. Mais il y a très très peu actuellement de lin certifié biologique. Il y a trois fabricants en Europe. Parce que les fabricants de lin estiment que leur culture est naturellement biologique. Car en fait, par le procédé de rouissage, la fibre de lin est extraite par la pluie sur place sur les champs et n'a pas besoin d'être traitée avec des acides ou des produits chimiques. Alors on peut dire que votre exemple aussi peut pousser, on dit les grands noms, les ONG, on évoque aussi la proposition, pourquoi pas une proposition de loi destinée aux plus grandes entreprises, une sorte de devoir de vigilance finalement vis-à-vis de leurs filiales, de leurs sous-traitants. Donc est-ce que vous pensez, vous, les uns et les autres, ce que vous faites, que finalement ça va aussi peut-être donner une impulsion à cet univers de la mode du vêtement? Antoine Leneuf. Ceci dit, vous parliez de crise manage tout à l'heure, donc on est dans une grande maison. Fait, là. Au fur et à mesure, que ce soit l'éthique ou la partie écologique, en étant aussi, nous on a pris le parti d'avoir notre propre usine de production, donc d'employer les gens dans des bonnes conditions et de choisir aussi le sourcing exclusivement péruvien, alors ce qui pose aussi des problèmes. Mais du coup, pour ceux qui viennent produire chez nous,
forcément, nous, on va avoir la même filière. Donc après, c'est vrai qu'il y a des problématiques, c'est qu'on ne trouve pas toutes les matières, toutes les couleurs dans le coton bio, dans les matières naturelles. Nous, on favorise de plus en plus l'alpaga. Et ça peut évoluer aussi, puisque la recherche peut évoluer. Naturelle. On essaie de faire au mieux là-dessus, c'est sûr. Sur vos perspectives, les uns et les autres? Oui, il va sans dire que de toute façon, on doit rentrer dans un cercle plus vertueux. Donc, il y a besoin de transparence. Besoin de plus de transparence. Mais moi, j'aimerais juste revenir sur un point, replacer le débat sur la mode. On a été jusqu'au bout d'une surproductivité, d'une industrialisation, de la recherche de marge et autres. Ça, il faut peut-être juste replacer pour nous, pour l'herbe rouge aussi, le débat sur peut-être qu'on peut faire moins, mieux, différemment, avoir un produit qui dure, et encore, ça c'est l'attente du consommateur. Donc bien sûr, les gros besoins tout à l'heure aussi, il veut un produit mode. Ce que vous disiez avec M. Poulet, on achète d'abord un produit mode aussi. On achète d'abord un produit. C'est vrai que chez nous, ils viennent rencontrer l'artiste, l'expression artistique, c'est certain. Mais on se rend compte avec ces clientèles qui évoluent que, en effet, quand ils deviennent parents, ils pensent de plus en plus, en effet, à la toxicité de la fibre. On en parle de plus en plus. Ça pose vraiment problème. On en parle de plus en plus. C'est une question de génération aussi. C'est une question de génération. Parce que nous, je vois les femmes qui viennent chez nous, c'est plutôt entre 20 et 35 ans, où effectivement, elles ont déjà intégré cette demande-là. Maintenant, une femme va pas, alors je parlais pour les femmes, va pas faire son shopping en se disant qu'elle va changer le monde. Donc, si elle peut le faire en changeant le monde, c'est mieux. Mais c'est pour ça qu'on est tous, le mot mode est important, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle se fasse plaisir. Déjà, oui. Et que ça tienne. Mais on va rester, il faut qu'on en termine, mais vous reviendrez pour d'autres tables rondes. Et en même temps, j'aime bien qu'on reste sur l'idée, il faut qu'on se fasse plaisir. Voilà, on va rester sur cette idée-là. Donc, Sabrina Cherubini, directrice marketing et Kiog, merci beaucoup à vous. Anne Dupuis, directrice artistique mode et textile de Natexpo. Rachid Bala, fondateur de Monsieur Poulet. Ariel Lévy, fondatrice de l'Herbe Rouge. Antoine Neuf, directeur commercial de la marque Miséricordia. Merci à tous les 5 et merci à vous, Nathalie Croiset, Green Business, qu'on retrouve tous les week-ends, sinon sur BFM Business. Quant à nous, pareil est à vous, on continue juste après le journal dans un instant. Paris est à vous. L'émission qui donne le meilleur de la région capitale.